Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission C'est à 3, qui est une plateforme de débat contradictoire. Une émission qui soulève des interrogations en tout genre, sans tabou, mais dans le respect et la courtoisie. Procès Gbagbo, affaire juridique ou politique, c'est le thème que nous allons évoquer ce soir. La Cour pénale internationale accueille depuis le 28 janvier dernier l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Tous deux sont accusés de crimes contre l'humanité à la suite des violences de la crise post-électorale 2010-2011 qui avait fait plus de 3000 morts en 5 mois. 5 ans après un scrutin électoral sanglant, l'ancien chef de l'exécutif ivoirien, Laurent Gbagbo, s'est présenté la semaine dernière devant la Cour pénale internationale. Sans surprise, il a plaidé non coupable. Selon certains observateurs, ce procès est hors norme, mais très attendu. Il est le premier d'un ancien chef d'État devant cette institution créée en 2002. Même si le président kényan Uhuru Kenyatta avait comparu en 2014, mais les poursuites avaient été abandonnées en décembre de cette même année. Le procès de Laurent Gbagbo doit durer 3 ou 4 ans. Durant des mois et des mois, chaque camp tentera de faire éclater sa vérité. Même si certains déplorent l'absence du camp Ouattara à la barre, d'autres réclament la libération de l'ancien chef d'État en vue de donner vie au discours du président Ouattara pendant la présidentielle, celui notamment de la réconciliation nationale. Dans tous les cas, il sera question de s'interroger sur la forme du procès, l'absence d'une partie des acteurs de la crise post-électorale de 2010-2011, bien que des équipes de procureur Fatou Bensouda continuent leurs enquêtes en Côte d'Ivoire. Que se passe-t-il réellement? C'est autant de questions qui nécessitent des réponses. Justement, pour en parler, nous avons convié deux jeunes juristes et observateurs. À ma gauche, M. Fred Aurel Zouhou Moussok, vous êtes juriste et observateur, comme je le disais. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle Binakous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à ma droite, M. Igor Odir, vous aussi, vous êtes juriste et observateur. Bonsoir. Merci. Alors, nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous reviendrons sur les déclarations du procureur Fatou Bensouda et de l'avocat de l'ancien chef d'État ivoirien. Nous évoquerons par la suite les réactions du peuple ivoirien en rapport avec la tenue de cet important procès. Et pour finir, nous tenterons de répondre à la problématique de ce soir, à savoir le procès de Gbagbo. Est-ce finalement une affaire juridique ou politique? Mais avant de vous poser cette question, chers téléspectateurs, nous tenons à vous informer que vous pouvez vous aussi participer durant cette émission à ce jeu qui va vous permettre peut-être de remporter quelques lots. Alors la question du public ce soir est: doit-on condamner Laurent Gbagbo? Vous pouvez participer en envoyant 7A pour oui et 7B pour non au 8877, 7A pour oui, 7B pour non au 8877 à la question: doit-on condamner Laurent Gbagbo? C'est parti. Messieurs, d'entrée de jeu, peut-être vous posez cette question: que vous inspire ce procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale? Allez-y. Bon, merci puisque j'ai l'honneur. Permettez-moi d'abord, même si c'est un peu tard, de souhaiter mes meilleurs voeux à toute l'équipe de Canal 7, à vous-même personnellement, à Igor et à tous nos compatriotes téléspectateurs. Ce que ça m'inspire, ce procès, c'est la problématique qui est posée. Ça m'inspire quoi? Un procès politique, un procès partiel, un procès partial, un procès qui va faire couler, qui a déjà commencé, beaucoup d'encre, de salive, un procès assez exceptionnel. Tout l'engouement médiatique, l'argumentaire juridique parfois rocambolesque qu'on entend de Fatou Bensouda, qui a déjà commencé avec sa forfaiture de procureur de la République de la CPI. Voilà, ça m'inspire ça, et je crois que tout au long de notre discussion, j'aurai l'occasion d'étayer cette impression. Et vous, monsieur Igor Odir? Je suis ravi pour revenir sur ce plateau pour parler des questions similaires. La première fois que je suis passé sur Canal 7, c'était pour évoquer les questions en rapport aux relations entre l'Afrique et la Cour pénale internationale. Et là, on arrive sur un cas qui est très concret. Le procès de Laurent Gbagbo, qui est un procès exceptionnel pour être à la suite de mon compatriote juste en face. C'est un procès très important qui s'est tenu, qui a débuté, si vous voulez bien, au moment où un sommet de l'Union africaine s'est tenu et dont les relations entre l'Afrique et la CPI avaient été évoquées à l'ordre du jour de ce sommet. Donc le président Uhuru Kenyatta, qui a d'ailleurs été sur la table en 2014 de la Cour pénale internationale, a posé sur la table de l'Union africaine le retrait massif, la proposition de retrait massif de l'Afrique de la Cour pénale internationale. C'est aussi un procès assez important, ce qu'il
conditionne, en fait, c'est comme vous l'avez dit dans votre conducteur, le premier chef d'État qui a été en fonction et qui est jugé juste après son départ du pouvoir pour des faits qui ont été commis en tant que chef d'État ou en tant qu'opposant, c'est cela, parce qu'il y a une période vide après l'élection et tous les crimes qu'on lui reproche. Mais dans tous les cas, puisque c'est à la CPI, dans une juridiction, c'est un procès juridique, mais qu'on peut trouver des implications politiques juste dans le débat. Et je crois que c'est l'exercice. Alors, messieurs, nous allons peut-être aller du côté de la régie. Laurent Gbagbo s'est accroché au pouvoir par tous les moyens, selon le procureur Fatou Bensouda, tandis que la défense de l'ex-chef d'État ivoirien a affirmé cette semaine que le président Alassane Ouattara s'était lui aussi emparé du pouvoir par la force, avec l'aide notamment de la France. Je vais justement vous inviter à écouter leurs deux déclarations. Pendant 5 mois environ, du 27 novembre 2010 au 12 avril 2011, la Côte d'Ivoire a sombré dans le chaos et a été le théâtre de violences innommables. Lorsqu'il a compris que la présidence allait lui échapper, avec l'aide de son entourage immédiat, il a lancé une campagne d'attaque orchestrée contre les civils assimilés à ses opposants. Alassane Ouattara et ses soutiens voulaient se saisir du pouvoir par la force, et la bataille d'Abidjan est la mise en application de cette stratégie. Les communicants d'Alassane Ouattara avaient construit 2 figures opposées. D'un côté le bon et de l'autre le méchant. D'un côté le démocrate et de l'autre le despote. Le président Gbagbo, comme le savent tous les Ivoiriens et tous les Africains, est un démocrate, un vrai démocrate, un homme qui a lutté toute sa vie pour l'instauration de la démocratie. Alors, messieurs, nous avons ensemble suivi ces quelques déclarations des deux parties dans ce procès. Fatou Bensouda, procureur à la CPI, qui déclare que Laurent Gbagbo a voulu garder le pouvoir, tant bien que mal. Peut-être votre réaction? Elle peut toujours dire ce qu'elle veut. Laurent Gbagbo a voulu garder le pouvoir par tous les moyens. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est Alassane Ouattara qui a pris le pouvoir par tous les moyens. Il a commencé par utiliser un argument ou un instrument militaire avec la milice qui a entraîné la rébellion à partir de 2001-2002. Et c'est suffisamment connu. Son allié le plus proche, c'est Guillaume Soro. Il a utilisé un autre instrument économique. Rappelons-nous, suite à l'élection, peu de temps, je crois la BCAO avait commencé à asphyxier Gbagbo pour l'étouffer, afin qu'il ne paye pas les militaires et que les militaires se retournent contre lui. Et après, il y a eu un instrument civil. Ouattara a mis les gens dans la rue pour aller contester Gbagbo. Et il y a eu un affrontement civil. Il y a eu un affrontement également entre des civils et des militaires. Donc, celui qui a utilisé de tous les moyens pour arriver au pouvoir, c'est Ouattara. Et je n'oublie pas, la France, l'armée française a quand même piloté une opération qui a permis aux forces pro-Ouattara de déloger Gbagbo de sa résidence, de le traîner comme un malpropre et l'envoyer à la CPI. On se rappelle encore justement de ces images qui ont tourné sur tout le continent africain, des images humiliantes. Mais est-ce que, M. Igor Odjir, est-ce qu'en même temps, ces images humiliantes ou bien le traitement de Laurent Gbagbo fait de lui une victime? Est-ce qu'on peut dire qu'il est blanc comme la neige aussi? Non, on ne peut pas l'affirmer, d'autant que l'affaire est entre les mains de juges. Et il y a une maxime juridique qui dit que la Cour connaît le droit. Donc, si l'État ivoirien a demandé ou a autorisé, a aidé la Cour à coopérer avec la Cour pénale internationale pour enquêter sur les massacres qu'il y a eu à Abidjan, c'est que l'État ivoirien reconnaît la Cour comme étant le juge compétent sur cette affaire. Le contexte, il faut le situer. Le contexte, c'est parce que là, Gbagbo est jugé sur moins de 200 morts. Vous avez précisé tout à l'heure
qu'il y a eu plus de 3000 morts. 3 000 morts. Mais qui paye pour les 3000 morts qui ont été causés avant la période post-électorale, avant même plus loin, donc lorsque la rébellion commence en 2002, ce sont des questions qu'on se pose. Mais cette question n'efface pas la culpabilité de M. Gbagbo, la présomption de culpabilité de M. Gbagbo qui est poursuivie aujourd'hui. À Abidjan, nous avons 3 forces. Nous avons, juste dans la période électorale, l'ONUCI, donc la mission d'observation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, la mission de maintien de la paix des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Nous avons l'armée régulière, donc l'armée qui a été finalement qualifiée de loyaliste par les médias. C'était l'armée de Laurent Gbagbo, qui était à cette époque chef de l'État, parce que lorsque l'élection présidentielle est organisée, le président de la République, c'est M. Laurent Gbagbo. Ensuite, il y a l'armée des forces nouvelles, l'armée des rebelles, qui a finalement, dans la période post-électorale, aidé à quand même, parce que si aujourd'hui, il y avait aussi le 43e BIMA des troupes françaises qui étaient là, qui ont nié toute implication sur l'affaire Gbagbo. Même si la France dit qu'elle n'a pas participé à déloger Gbagbo, il reste une question, quelle est donc l'armée qui a été utilisée pour déloger Gbagbo, vu que personne des autorités ivoiriennes actuelles, personne ne reconnaît avoir été au contact ou avoir soutenu les rebelles. Il s'agit bien des rebelles qui se sont transformés en armée régulière dans la période post-électorale et qui ont permis de saisir M. Gbagbo. Est-ce qu'il est victime de ce conflit? Quand même, parce que la Cour pénale internationale est une institution et la plus haute institution en Côte d'Ivoire en matière électorale, comme c'est dans tous les pays démocratiques, c'est bien le Conseil constitutionnel ivoirien qui avait malheureusement, heureusement, proclamé M. Gbagbo à cette époque vainqueur d'élections présidentielles, alors que c'est la commission électorale qui est l'organe technique d'organisation des élections qui avait plutôt donné M. Alassane Ouattara vainqueur avec 52 ou 54% de voix. Alors peut-être, messieurs, je tiens à rappeler que Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, a elle été jugée au niveau de la Côte d'Ivoire, mais Laurent Gbagbo, lui, les autorités ivoiriennes ont peut-être préféré qu'il soit transféré à La Haye. Est-ce à croire que la justice ivoirienne était incapable ou a montré ses limites en envoyant Laurent Gbagbo justement à La Haye pour être jugé? Peut-être répondre à cette question. Justement, tout à l'heure, Igor a rappelé à juste titre un adage juridique qui dit que le juge connaît le droit. Je vais rappeler notre principe. L'innocence se présume, la culpabilité se prouve. Voilà. Laurent Gbagbo est accusé. En principe, son innocence est en vigueur jusqu'à ce qu'il soit établi par la Cour pénale internationale qu'il est responsable des crimes. De quoi est-il accusé? Crime, j'ai entendu crime de guerre. C'est crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Alors, exaction, viol. Que dit le statut de Rome de 1998? Je crois que c'est l'article... Ça va être l'article 7. C'est l'article 7 qui définit. Voilà. Crime contre l'humanité, acte grave, commis contre une population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique pour des motifs d'ordre politique, philosophique, racial, national, ethnique ou religieux. Est-ce qu'il y a une organisation pour attaquer une population civile? Laquelle? Parce qu'il y a eu un affrontement entre des membres, des constituants d'une population civile. Les pro-Gbagbo font partie de la population civile. Les pro-Ouattara font partie de la population civile. Qui a été ciblé comme une attaque? Où est la systématisation? Par qui? Où est l'organisation? Où est l'attaque généralisée? Est-ce qu'il y a une attaque généralisée? D'ailleurs, c'est contradictoire. Si on cible une population, où est l'attaque généralisée? Ça pose déjà aussi un problème d'abord juridique. Et vous posez là un autre problème juridique lié au statut de la Cour pénale internationale. Je rappelle que le statut de Rome, et d'ailleurs c'est le cas c'est un des principes dans l'organisation des juridictions internationales, les juridictions internationales fonctionnent avec le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent, elles ne sont mises en branle que lorsque soit il y a l'incapacité pour un pays d'organiser un procès en bonne et due forme, ou lorsqu'il y a la demande d'un pays. Alors, et quand même là le paradoxe, Alassane Ouattara, qui accuse Laurent Gbagbo de tous les maux, renvoie l'affaire de Gbagbo à la CPI et il maintient l'épouse de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les États sont les maîtres des poursuites en réalité. Ce sont les États qui décident de transférer à la CPI des affaires ou pas.
Donc, en réalité, les autorités ivoiriennes ont reconnu qu'elles ne pouvaient pas accueillir sur leur sol. Non, ce ne sont pas les autorités. Le procès. Quand on parle des autorités ivoiriennes, ça dépend. Ce ne sont pas les juges ivoiriens qui sont incompétents ou qui sont incapables de juger Gbagbo. Ils ont jugé Simone Gbagbo. C'est qu'il peut faire un procès. Non. Là, on est dans le caractère politique et politicien. Alassane Ouattara, sachant qu'un procès du leader Gbagbo en Côte d'Ivoire créerait une tension politique, a voulu se débarrasser de lui, l'envoyer plus loin. Et comme sa stratégie politique consistait à éliminer l'adversité, on envoie le leader charismatique à La Haye, on garde les fantoches, on garde les petits caporaux, là on garde les pseudo-opposants, et après on fait un coup KO, 83 ou 84% à l'élection. Ça veut dire quoi? Que même les partisans de Gbagbo auraient voté pour Ouattara. Écoutez, ça c'est quand même, excusez-moi, mais ça c'est digne de la comédie. Mais je voudrais rappeler que ce sont les urnes qui ont parlé. Les urnes, d'accord. Et que justement, cette élection a été validée par les instances ivoiriennes. Oui. Mais Igor Odier voulait réagir à ces propos. Non, pas réagir, mais dire simplement que les raisons sont stratégiques. Hein. Monsieur le procès de Laurent Gbagbo, pour des raisons pratiques, s'il se tenait en Côte d'Ivoire, on imagine bien toute la mobilisation qu'il y avait. Parce que même si Laurent Gbagbo a été déclaré donc conforme au résultat actuel qui fait de M. Ouattara chef de l'État, même s'il avait été déclaré perdant, c'est quand même avec des scores comme 49, 48%, 47%. Ça veut dire que Laurent Gbagbo est quand même, dans la conscience collective ivoirienne, quelqu'un de très supporté, quelqu'un qui a des partisans et quelqu'un de très, très important. Alors, est-ce qu'on pouvait réussir à organiser un procès de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire sans heurts? Je ne crois pas, d'autant que la crise a un peu pris un repos. Lorsque M. Laurent Gbagbo a été transféré à La Haye, les Ivoiriens ne pouvaient pas se déplacer d'Abidjan pour La Haye, pour suivre les procès de Laurent Gbagbo. Donc il a été extrait de l'environnement politique, parce que tant qu'il était en Côte d'Ivoire, dans tous les cas, son aura pouvait ou devait forcément influencer l'environnement politique ivoirien, qui était toujours très tendu, d'autant que il a été neutralisé par des forces. Ça veut dire qu'il avait, lui, à disposition des forces, pour ne pas être en contradiction avec mon collègue en face, mais il avait, lui, des forces, il avait une armée qui était loyale, qui était restée loyale, qui était là et qui le reconnaissait comme étant le chef de l'État. Mais est-ce que cette armée pouvait être évacuée tant que Laurent Gbagbo était en Côte d'Ivoire? Donc, l'État ivoirien... Ça pose quand même une autre question, c'est-à-dire que, certes, Gbagbo a sur le terrain des partisans. Jusqu'à preuve du contraire, même si Gbagbo est à La Haye, ses partisans n'ont pas mis à feu à sang la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que Gbagbo est à La Haye, ça ne fait pas de lui comme un innocent non plus? Moi, je pense... Rassurez-nous. J'ai dit tout à l'heure, il y a un principe. L'innocence se présume, la culpabilité se prouve. C'est au procès de démontrer si Gbagbo est l'auteur des crimes contre l'humanité. Là, on est d'abord dans un raisonnement juridique. Mais si on essaye un peu de sortir du cadre juridique, parce qu'il y a aussi une dimension politique, et moi je crois que ce procès est plus politique que juridique. Pourquoi? Dans les statuts de la Cour pénale internationale, il y a, c'est vrai, le principe de subsidiarité, mais il y a aussi ce qu'on appelle des compétences propres. Le procureur de la Cour pénale peut, à son initiative, lancer des enquêtes. La question qui se pose est la suivante. Ce sont des faits simultanés. Il y a eu affrontement entre des pro-Gbagbo, des pro-Ouattara, ou encore entre l'armée et soi-disant des pro-Ouattara. Mais, sauf si je suis aveugle, mais à ce moment-là, quand on suivait l'actualité, il n'y avait pas que des morts des pro-Ouattara. Il y a aussi eu des morts du côté de Gbagbo. Pour des faits qui se sont déroulés simultanément, vous décidez de poursuivre quelqu'un et vous laissez l'autre camp. Je voudrais rappeler quand même sur ce plateau, pour ne pas servir quand même d'avocat au procureur, Fatou Bensouda. Fatou Bensouda disait tantôt lors du procès, Fatou Bensouda, je disais tantôt, elle disait lors du procès que ces équipes étaient en train de mener des enquêtes au niveau de la Côte d'Ivoire.
en vue justement d'établir les différentes responsabilités. Hein, et donc, on va accorder au procureur le bénéfice du doute, parce qu'après tout... Mais dans tous les cas, juste un exemple. Dans tous les cas, juste un exemple, et je termine. Je te repasse la parole. Permettez juste un exemple. Je prends juste un exemple. Permettez qu'il réagisse. Non, simplement pour dire que dans tous les cas, on ne conteste pas la compétence de la Cour pénale internationale. Vu que la Côte d'Ivoire est signataire et a ratifié le statut de Rome, la Côte d'Ivoire reconnaît donc la Cour pénale internationale comme étant le juge compétent pour connaître, oui, le Gabon aussi, pour connaître d'un certain nombre de crimes qui sont déjà qualifiés, comme je disais dans ma précédente intervention. Et donc, il y a eu, dans la période post-électorale, je tiens à préciser que les massacres, les 3000 morts, si vous regardez bien les accusations qui sont portées contre M. Laurent Gbagbo, il s'agit de quelques 300 morts d'Abobo, de quelques 200 morts dans les quartiers de Libreville. Donc, il s'agit des quartiers ivoiriens pendant la période post-électorale, donc de ce qui est qualifié de bataille d'Abidjan. Mais Abidjan n'a pas été la seule ville qui a été touchée par les massacres dans la période post-électorale. On peut citer Yopougon, on peut citer à l'intérieur du pays, il y a eu Bouaké, il y a eu Korogo, qui étaient des villes qui étaient aux mains des rebelles. Ça veut dire que M. Laurent Gbagbo, le fait que M. Ouattara ne se trouve pas à la Cour pénale internationale ne discute pas forcément M. Laurent Gbagbo. Parce que le raisonnement de Fatou Bensouda, qu'est-ce qui se passe dans la période post-électorale? Le juge, plutôt le procureur de la CPI, qui a l'opportunité de poursuite, a décidé d'ouvrir une enquête sur le cas de M. Laurent Gbagbo. L'État ivoirien a décidé de coopérer et a fourni toutes les preuves en ce qui concerne cela. Mais le juge décide en même temps de poursuivre également le camp de Ouattara, mais ça passe par quoi? Ça passe par des enquêtes et le procureur de la CPI est en train d'enquêter. Personne n'a jamais dit que M. Laurent Gbagbo était responsable des faits qui lui sont reprochés. Personne ne l'a dit. Personne n'a non plus dit que M. Laurent Gbagbo était blanc comme neige. Pour le moment, il est en instance de jugement. Il s'agit pour le procureur de la Cour pénale internationale, avec l'assistance de l'État ivoirien, qui lui a fourni des preuves du gouvernement actuel ivoirien, de prouver que M. Laurent Gbagbo a planifié, parce que c'est ça qui est recherché, à planifier les massacres qu'il y a eu, parce que, quoi qu'on dise, les massacres ont été réels, et ils n'ont pas été seulement du camp de Laurent Gbagbo ou du camp de M. Alassane Dramane Ouattara. Alors, vous étiez en train de dire tout à l'heure, Igor Oudjir, que justement lors du 26e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État ont évoqué la possibilité de se retirer je veux dire, la Cour pénale internationale. Mais en même temps, à côté, il y a toujours cette question de la ratification pour, on va dire, la création d'une Cour africaine de justice. Est-ce qu'on peut croire que, on va dire, la solution à la CPI du point de vue, sinon constatant justement qu'il y a beaucoup de dossiers africains, autant de dossiers qui sont traités, on a plus que des dossiers africains que tout de dossiers. Est-ce que la solution peut être la création d'une Cour africaine de justice? Mon point de vue, il est clair, il reste le même. C'est que lorsqu'on regarde la Cour pénale internationale, je le disais, la Cour pénale internationale est l'émanation judiciaire de l'organisation politique qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies. Vous regardez la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme est proportionnel au fonctionnement même de l'Union européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union africaine est capable de supporter le fonctionnement d'une Cour africaine de justice et de droits de l'homme? Dans un précédent débat, je prenais le cas d'Hissène Habré, qui n'est pas toujours jugé à Dakar. Si Hissène Habré était à Paris, il aurait été jugé probablement. S'il était dans un État européen, il aurait été probablement jugé. Mais est-ce que c'est pas, la Cour pénale internationale n'est pas finalement le garant de justice dans le contexte de la faiblesse de nos propres justices africaines? Parce que pour évaluer si on aura une bonne justice africaine, il faut évaluer. Aujourd'hui, par exemple, on a parlé du camp du Soudanais Omar al-Béchir, qui a un mandat d'arrêt et qui va soutenir une résolution à l'Union africaine pour dire qu'il faut retirer, il faut que l'Union africaine, il faut que les États africains se retirent de l'Union africaine. Pour moi, c'est attendu. C'est Omar al-Béchir qui a un mandat d'arrêt, qui
Si c'est lui qui fait cette proposition, c'est une proposition attendue. Monsieur, pour prouver que la Cour pénale internationale ne poursuit pas les nationalités des États, on a vu M. Uhuru Kenyatta, qui a été poursuivi en 2014, dont le dossier a été abandonné par la Cour. Pour moi, je pense que pour le moment, la Cour pénale internationale est quand même, du point de vue psychologique au moins, un garant important du respect des droits de l'homme, surtout en Afrique. Et donc ce serait une mauvaise idée que l'Afrique viendrait à se retirer de ça? Ce serait une mauvaise idée, je le dis très clairement. Très clairement, vous le dites. Alors, avant de vous donner la parole, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qu'il y a cette question du public. Doit-on condamner Laurent Gbagbo? Oui, vous envoyez 7A. Non, vous envoyez 7B au 8877. Je rappelle une fois de plus, doit-on condamner Laurent Gbagbo? Oui ou non? Oui, 7A. Non, 7B au 8877. Alors, peut-être vous donner la parole sur cette question de la Cour pénale internationale. Un grand nombre d'Africains, notamment les panafricanistes, reprochent à cette Cour de juger plus de personnalités africaines que tout autre continent, alors qu'il n'y a pas que sur le continent africain où on observe des exactions, des heurts, etc. Et notamment des crimes contre l'humanité. Pour prendre un exemple simple, en Syrie à côté, on a Bachar al-Assad, mais les grandes puissances n'ont toujours pas permis qu'il soit peut-être présenté devant cette juridiction. Qu'avez-vous à répondre? Bon, permettez-moi d'abord d'apporter une petite précision d'ordre juridique par rapport à ce qu'Igor disait quand il parlait de l'opportunité des poursuites. Je prends un fait. Vous êtes procureur de la République, vous, mademoiselle Ina Koussou, vous êtes informé que dans un quartier, Igor s'est bagarré ou a bagarré avec Jean Koumba. On vous apporte les preuves qu'il y a eu bagarre. Vous décidez de poursuivre Igor et vous laissez Jean Koumba. L'opportunité de poursuite, ce n'est pas ça. L'opportunité de poursuite pour le procureur, c'est de savoir si les éléments qui sont à sa disposition sont suffisants pour enclencher les poursuites. Mais quand vous avez des faits simultanés... Mais c'est un jugement du procureur. Non, attendez. Il faut comprendre que l'opportunité de poursuite, ce n'est pas tout et n'importe quoi. Là, ce à quoi vous parlez ici, il ne s'agit pas de l'opportunité de poursuite. Ici, il s'agit de l'équité. Vous avez des faits simultanés qui se déroulent au même moment. Donc, ça m'amène à dire quoi? Ce procès est un procès politique. Pourquoi? Parce que, je vous ai rappelé tout à l'heure que la CPI fonctionne avec le principe de subsidiarité. Il y a ce qu'on appelle dans les modalités la coopération entre les États et la juridiction internationale. Ce sont les États qui donnent à la CPI les informations et les affaires pour juger. Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. Si la CPI est saisie par la Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est Ouattara qui a saisi la CPI. Ouattara donne à la CPI quelles informations? Il donne à la CPI les informations qui sont de nature à enfoncer Gbagbo et il se prive d'aller donner à la CPI les informations qui pourraient lui nuire, y compris à M. Soro, qui était le chef des rebelles, vous l'avez rappelé, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, donc, à partir de ce moment, attendez. Maintenant, je vais répondre à votre question. Est-ce que sortir de la CPI est la solution? Non, elle n'est pas la solution. Je rappelle aussi que les pays africains sont quand même les plus représentés dans cette CPI. La CPI est quand même créée en 1998 par une conférence diplomatique. La CPI contient 123 États sur 193 au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Les Africains sont bien représentés. Il faut plutôt arrêter de jouer les apprentis sorciers. C'est-à-dire? Mais les apprentis sorciers, ça veut dire que les Africains aiment toujours brandir le néocolonialisme qui sera incarné par la CPI et ne se privent pas de se servir de la CPI pour régler des comptes à des adversaires. M. Ouattara fait quoi? Il ne se sert pas de la CPI pour régler les comptes à M. Gbagbo. C'est M. Ouattara qui ira dire que la CPI fonctionne mal. Peut-être que la plupart des dictateurs que nous avons sur le continent sont gênés par la CPI et ils disent qu'ils vont créer une cour de justice africaine. Mais excusez-moi. Déjà que nos propres justices n'arrivent pas à les condamner. Vous voulez qu'une justice africaine, une cour de justice africaine, qui sera créée par des dictateurs, va fonctionner avec quels moyens? Est-ce qu'ils vont lui donner les moyens de fonctionner? À éloigner. Est-ce que vous êtes en train de décrier la capacité du système judiciaire africain Ce n'est pas le système judiciaire. Quel est le problème? Ce n'est pas le système judiciaire africain en général que je décris parce que, en réalité, le système judiciaire en Afrique peut fonctionner. Ce que je décris, ce que je dénonce, c'est le système politique des chefs d'État.
on a des dictateurs. L'état de droit, c'est quoi? Ce sont des textes, ce sont des juridictions qui fonctionnent réellement, effectivement, et qui garantissent le respect de la norme juridique. Quand vous avez des dictateurs, c'est l'absence de volonté. Ils vont vous créer formellement une institution, ils ne vont pas lui donner un statut juridique conséquent, ils ne vont pas lui donner les moyens, elle ne fonctionnera jamais, cette institution. Donc, c'est un coup comme ça qu'on balance, on dit la CPI est à la solde de l'Occident, la CPI, c'est la je précise, non, je ne souffre pas, je précise simplement. Ça va pour revenir sur le cas qu'il évoquait tout à l'heure, le cas, je précise que Laurent Gbagbo est poursuivi pour des charniers, des cimetières collectifs précis. J'ai cité tout à l'heure Abobo, j'ai cité tout à l'heure. Les faits qui se déroulent simultanément, je ne sais pas au même moment où est-ce qu'il y a eu des massacres. Mais là, les charniers ont été découverts. Abidjan, justement, les trois charniers, Laurent Gbagbo est justement poursuivi. Il a la parole, allez-y. Laurent Gbagbo est justement poursuivi pour les trois charniers qui ont été découverts à Abidjan. C'est-à-dire qu'on présume, pour rester dans la présomption d'innocence et de culpabilité, d'ailleurs, on présume que Laurent Gbagbo a été auteur de ces faits. Maintenant, la différence, pour parler de l'opportunité de poursuite du juge, la différence, c'est que les massacres, du procureur, vous pouvez dire que M. Ouattara a été responsable des rebelles, ça vous pouvez le dire, vous en avez le droit. On peut vous l'accorder. Vous pouvez également dire qu'il a été responsable des massacres, mais lesquels? Les massacres qui se sont déroulés dans la période post-électorale, on présume que Laurent Gbagbo, d'ailleurs, vous parlez tout à l'heure de l'État ivoirien qui a saisi la Cour pénale internationale. Mais Laurent Gbagbo, avant la période post-électorale, il était chef de l'État. Qu'est-ce qu'il avait décidé de faire? Au lieu de saisir la Cour pénale internationale, M. Laurent Gbagbo avait plutôt décidé d'organiser un forum de réconciliation nationale. Après les attaques de Bouaké et de Korogo. Ça, ce sont des faits. Ça veut dire que Laurent Gbagbo n'a pas estimé, ou peut-être voulait-il plutôt calmer la situation au niveau national. Il n'a pas saisi. Donc la Cour n'a pas enquêté sur les massacres qu'il y a eu. Vous avez suivi des vidéos, des témoignages, des gens qui sont allés témoigner pour dire qu'ils ont été violés, égorgés par les rebelles dans la période de 2002. Les massacres du 19 septembre 2002, les massacres de 2004 et les massacres de 2007, avant les accords de Ouagadougou. Ces massacres-là, il n'y a pas eu d'enquête de la CPI. Et la CPI revient. Il ne s'agit pas... Non, ce ne sont pas les faits. Ce ne sont pas les faits qui contredisent les massacres qu'il y a eu dans la période post-électorale. Laurent Gbagbo n'est pas... Alors, messieurs, nous allons permettre aux téléspectateurs de souffler en marquant cette pause. Nous allons justement nous retrouver juste après pour la suite de votre débat. Alors nous sommes de retour pour la suite de votre débat contradictoire et le thème c'est bien entendu Gbagbo, procès Gbagbo, affaire juridique ou politique. Je rappelle une fois de plus aux téléspectateurs que vous pouvez participer en envoyant 7A pour oui, 7B pour non, 8877. Répondez à la question, doit-on condamner Laurent Gbagbo? Oui ou non, c'est à vous de choisir. Pour continuer cette émission, le procès de l'ex-président ivoirien est très suivi en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire ou dans un quartier de Yopougon, où des parents des victimes vouent Laurent Gbagbo aux gémonies. À l'inverse, le fils de l'ex-chef de l'exécutif croit en l'innocence de son père et espère qu'il reviendra en Côte d'Ivoire une fois acquitté. Écoutez-les. Les Ivoiriens ont besoin de leur Gbagbo. On a besoin de notre Gbagbo. Si Gbagbo ne vient pas là, il n'y a pas de réconciliation. Je te dis, il n'y a pas de réconciliation. 3-4 années de détention, ça fait un peu trop. Donc je suis vraiment contente que le procès débute. Et j'espère qu'il y aura une suite qui respectera toutes les normes judiciaires. J'ai eu un pincement au cœur parce qu'il est innocent. Le président Gbagbo est innocent. C'est un soulagement de voir, n'est-ce pas, que des gens qui ont commis des exactions sur des populations sans défense sont devant la haie aujourd'hui, en train d'être jugés. C'est un sentiment de satisfaction
un sentiment de satisfaction. Vraiment, ça montre que l'impunité a pris fin. Je ne suis pas satisfait pour le moment. J'attends une sanction exemplaire contre Gbagbo et son acolyte Blé Goudé. Et cela doit servir d'exemple à tous les dirigeants africains. La démocratie, ce n'est pas la guerre. Je pense qu'il a des éléments qui permettent en tout cas à ses conseils de plaider non coupable. Pour ma part, je suis fier de l'avoir vu, je suis fier de l'avoir vu combatif, je suis fier de l'avoir vu déterminé et j'espère que les Ivoiriens et les non-Ivoiriens, les Africains et les non-Africains seront satisfaits de cette justice, qu'on pourra enfin savoir du point de vue moral, du point de vue éthique, du point de vue philosophique, du point de vue historique, qu'est-ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. Alors, messieurs, nous avons ensemble écouté, voilà, il y a eu une phrase qui m'a interpellée. La dame disait tout à l'heure, on a besoin, voilà, les Ivoiriens ont besoin de leur Gbagbo. On a besoin de notre Gbagbo. Si Gbagbo ne vient pas, il n'y a pas de réconciliation. Elle était presque, est-ce à croire que justement, c'est on va dire la condition sine qua non pour que la véritable réconciliation prêchée par l'actuel chef de l'exécutif ivoirien, Alassane Ouattara, puisse être concrète en Côte d'Ivoire. Il y a des cas, par exemple en Afrique du Sud, peut-être c'est un cas qui est né avant la Cour pénale internationale, mais pour les porteurs ou les organisateurs, les auteurs de l'apartheid n'avaient pas été jugés par Nelson Mandela, qui avait plutôt préféré l'organisation d'un forum de réconciliation nationale. C'est ce que M. Laurent Gbagbo a tenté de faire après les massacres de 2002 et les massacres de 2004. C'est vrai qu'il y a quand même, qu'il plane sur l'Afrique à cause de sa condamnation, une émotion, une grave émotion panafricaniste, parce qu'il a alimenté aussi, et qui annule le débat intellectuel, qui annule une analyse réaliste des faits. Donc qui tue ça. Cette émotion est véhiculée par les panafricanistes, comme je l'ai dit, par ses partisans, et qui est aussi véhiculée par les anti-Occident. Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Laurent Gbagbo, quand même, en Afrique, est le porteur, pour beaucoup d'Africains, est quand même la figure, l'une des figures les plus puissantes, les plus radicales de la lutte contre l'expansionnisme occidental, la lutte contre... donc, je ne veux pas citer, mais la lutte contre la France-Afrique, par exemple, la lutte contre tous ces faits. Et c'est l'état d'esprit qui anime la majorité des Africains. Et c'est normal qu'on veuille la libération de Laurent Gbagbo dans ce contexte. Je veux aussi préciser que ce procès s'ouvre au moment où l'Union africaine se retrouve pour dire qu'il faut que l'Afrique sorte de la CPI. Je veux aussi préciser encore que ça fait quand même 8 cas. Les 8 cas qui ont abouti à la Cour pénale internationale sont les seuls cas africains. Tout cet état de conscience fait qu'il est vrai qu'une bonne partie de l'Afrique veut la libération de Laurent Gbagbo. Mais l'enjeu politique, c'est comme la dame a dit, c'est qu'après, si Laurent Gbagbo n'est pas libéré, est-ce que la Côte d'Ivoire va réellement penser les plaies de la guerre qu'il y a eu après les élections de 2010 et même avant les élections de 2010? Est-ce qu'on peut aussi dire que les 84 ou 83% que M. Alassane Dramane Ouattara a obtenus lors des élections présidentielles passées sont l'expression d'une Côte d'Ivoire qui a retrouvé la paix? Est-ce que c'est l'expression d'une Côte d'Ivoire? Je voudrais rappeler qu'il s'est notamment appuyé sur son bilan économique, hein, qui, selon ses partisans, parle pour lui. Ce sont des questions qu'on se pose naturellement. Allez-y, vous avez le droit de réagir. Bien, juste d'abord une précision. Gbagbo n'est pas jugé à la CPI pour des crimes qui se sont déroulés avant 2010. Il est jugé pour des crimes post-électoraux, ou voire même à partir de 2010, l'élection présidentielle. Et pour la gouverne, je renvoie les gens à une interview que Guillaume Soro a accordée à France 24 en 2011, quand Ouattara était investi, où lui-même reconnaissait que dans son camp, il y avait eu des exactions commises par certains de leurs partisans, dans les quartiers, par exemple, des provinces du Nord. Donc ça, c'est suffisamment avéré. Je crois que Antoine Glaser, qui était un journaliste qui passe sur France 24 et à RFI, a sorti aussi un article sur ça. Et la lettre du continent 2011 a fait un grand article sur les événements de la Côte d'Ivoire. Il est prouvé que dans les deux camps, il y a eu des exactions. Donc, il paraît anormal de poursuivre un camp et de ne pas poursuivre un autre, même si on peut brandir l'opportunité de poursuite. Je ne vois pas encore le principe de poursuite. Je voudrais rappeler que le procureur a toutefois précisé que le camp Gbagbo
aurait commandité cette crise post-électorale. Non, mais commanditer la crise post-électorale, ça c'est ce qu'elle va s'évertuer à démontrer. Je précise seulement que je crains que ce procès ne soit pas équitable et que le processus de résolution de ce conflit de façon définitive ne puisse pas exister. Pourquoi? Je reprécise que la CPI fonctionne avec le principe de subsidiarité et de complémentarité. Ça veut dire que les informations qu'elle a sont transmises par le gouvernement ivoirien. Donc, mais est-ce que vous quand contestez, même plus de 300 témoignages je vais terminer. Est-ce que vous contestez la traduction de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale? Mais je n'ai pas contesté. D'autant qu'il n'est pas jugé. Pardon. Je n'ai pas. D'autant qu'il n'est pas jugé. Non, je n'ai pas. Ici, il ne s'agit pas de contester sa traduction devant un tribunal. Mais est-ce que le fait, la dernière que vous m'excusez, est-ce que le fait que M. Ouattara ne soit pas, peut-être pas encore, traduit devant la Cour pénale internationale, disculpe M. Gbagbo? Ça ne disculpe pas M. Gbagbo, mais le fait qu'il ne soit pas traîné devant ce tribunal, alors que des faits ont été commis simultanément, enlève à ce procès l'équité et l'égalité de chance au procès qu'il devra avoir. Le fait que la CPI est, à la vérité, à la remorque d'un État, parce que c'est l'État qui fournit les informations à cette juridiction, la CPI va aller enquêter sur quoi? La CPI va enquêter sur la base des informations que lui donne le gouvernement ivoirien. Et est-ce que le gouvernement ivoirien, dirigé par l'État ivoirien, dirigé par Ouattara, va fournir à la CPI des informations contre le camp Ouattara? Non. On a entendu... attendez, on a entendu... justement. Pardon. On a commencé à entendre des témoignages. Vous voulez me dire que parmi toutes les personnes qui ont été agressées, il n'y a que des gens du camp justement de Ouattara? La question Qui peut croire ça? Qui peut croire ça? À partir de ce moment-là, le fonctionnement de la CPI déjà favorise une instrumentalisation politicienne. Finalement, la CPI n'est pas libre, on a l'impression... La CPI est liée déjà par le traité. Alors, la CPI elle est similaire à une cour africaine de justice qui pourrait être créée si elle peut être c'est pour ça que je disais tout à l'heure par des c'est pour ça que je disais, mais attendez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Ça remet en cause quand même... Et je termine par un exemple que lui-même il a soulevé. Les 8 cas qu'il soulevait, et je crois parmi lesquels le cas de Gbagbo, ces affaires ont été transférées à la CPI par qui? Par les États. Par les États eux-mêmes. Ça veut donc dire que les informations sur la base desquelles on a travaillé ont été fournies par les États. Mais la CPI a des enquêteurs. Oui, mais ces enquêteurs, jusqu'à présent... La CPI a des enquêteurs. Mais qu'est-ce qu'on entend par aujourd'hui? Je vais terminer la phrase. Je vous pose une question, vous n'avez pas répondu. Est-ce que le fait que M. Ouattara ne soit, je dis peut-être pas encore traduit devant la Cour, disculpe M. Gbagbo? Mais je vous ai répondu, je vous ai dit que ça ne disculpe pas M. Gbagbo. Mais donc le procès de M. Gbagbo peut se dérouler normalement. Le procès de Gbagbo peut se dérouler normalement. Non, et c'est là que je dis non, ça ne peut pas se dérouler normalement. Pourquoi? Et j'oppose un argument de droit qui est incontestable. La CPI fonctionne avec la subsidiarité et la complémentarité. L'affaire a été renvoyée par l'État ivoirien. Mais c'est un argument moral. La CPI n'est pas une justice indépendante. Mais est-ce que vous contestez? Laissez-moi éclairer les téléspectateurs veulent savoir, s'il vous plaît. Par l'État ivoirien, donc par le gouvernement de Ouattara. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui le démontre? Si la CPI fait des enquêtes, la CPI pourrait déjà être en mesure de trouver dans le camp justement de Laurent Gbagbo des gens qui ont été aussi agressés. Je rappelle que Laurent Gbagbo a été arrêté en 2011, avril 2011 notamment, et que ça fait 3 à 4 ans derrière les barreaux. Voilà. Qui peut croire ça? Tout simplement parce que le fonctionnement lui-même permet, comme je disais, une instrumentalisation politicienne. Et à ce moment-là, ce procès ne peut pas se dérouler dans de bonnes conditions. Déjà, juridiquement, ça pose un problème. Et d'ailleurs, il y a plusieurs auteurs qui... Et je vous renvoie à Internet, qui ont essayé d'étudier un peu, qui ont fait une interprétation de l'indépendance de la CPI. Mais non, mais là vous posez des questions morales et politiques. Nous revenons sur le cas, nous sommes sur le cas. L'indépendance, c'est une question... Mais monsieur, on revient sur le cas. On revient sur le cas de M. Laurent Gbagbo. Revenez sur le cas de M. Laurent Gbagbo. L'équité n'est pas un principe juridique d'un pays. Nous allons revenir, messieurs, si la CPI, messieurs, s'il vous plaît. Est-ce que vous contestez à la CPI le pouvoir de poursuivre M. Laurent Gbagbo? Est-ce que
déplaçons pas le débat. Le fond des questions. Ne déplaçons alors pas. Alors que le juge est en train d'enquêter. Alors que nous sommes encore en train de pulcher toutes les preuves. Oui. Est-ce que vous contestez déjà le jugement futur de M. Laurent Gbagbo? Alors, est-ce que vous êtes en train de conforter les années d'enquête que prennent justement... Justement, le procureur a annoncé les enquêtes sur le camp de Ouattara. Ça a commencé en 2011 et en 2016. Alors, on a enquêté sur messieurs, des qui auraient été agressés. Oui, monsieur, c'est possible. Il faut peut-être quelqu'un du temps. C'est possible et c'est la seule solution. La machine est rapide quand il faut trouver des pro-Ouattara agressés. Elle est lente quand il faut trouver des pro-Macron agressés. Alors, ça me permet justement de rappeler aux téléspectateurs que vous pouvez répondre à une question du public. Messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dépassionnons les choses, dépassionnons le débat, s'il vous plaît. Dépassionnons ce débat. Dépassionnons le débat, messieurs. Les téléspectateurs veulent comprendre. Dépassionnons le débat, messieurs. Ça va me permettre de rappeler aux téléspectateurs qu'il y a cette question du public. Doit-on condamner Laurent Gbagbo, oui ou non? 7A ou 7B au 8877, messieurs, s'il vous plaît. Je rappelle que les téléspectateurs veulent comprendre. Alors nous allons essayer très rapidement d'aller vers la fin de cette émission, mais très rapidement, nous allons vraiment essayer. C'est vrai que c'est assez difficile. Alors finalement, on va toujours se poser cette même question. Vous avez parlé de cette indépendance, cette dépendance plutôt de la Cour pénale internationale. Elle ne serait pas, selon vous, indépendante. Mais est-ce que ce constat peut conforter quand même une création, mais rapide ou importante même, de la Cour africaine de justice? Si la CPI n'est pas indépendante, pourquoi les Africains resteraient toujours dans cette structure qui, ma foi, ne profite pas au continent africain en réalité? Je laisserai Igor la primauté de répondre. Non, j'ai répondu à cette question et ma réponse est très claire. C'est la même. Je dis, le fonctionnement de l'Union africaine n'est pas optimisé. Le fonctionnement de l'Union européenne est optimisé et on voit bien le poids que la Cour européenne des droits de l'homme assure la gestion du respect des droits de l'homme en Europe. Est-ce que nos justices sont assez fortes pour le faire? Est-ce que, en mettant sur place une Cour africaine des droits de l'homme, on réussira à juger le président mauritanien, soudanais Omar el-Béchir? Est-ce qu'en mettant en place une Cour africaine des droits de l'homme, on réussira à juger Hissène Habré? Mais Hissène Habré, il a commis des actes répréhensibles, enfin présumés. Omar el-Béchir a commis des actes répréhensibles, présumés, mais il faut que justice soit faite. Il faut que les victimes soient éclairées sur l'auteur de leurs actes et si condamnation doit y avoir, ils doivent être condamnés. Donc mon raisonnement est très simple. Je pense qu'en dehors des reproches qui sont faits à la Cour reste quand même un mécanisme important, du moins psychologiquement, sur le respect des droits de l'homme. C'est un moyen de pression extérieure, donc il n'est pas maîtrisé par nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable d'installer une Cour africaine des droits de l'homme dans un pays africain et espérer juger un autre chef d'État qui est en fonction avec tous les réseaux diplomatiques? Ça va être difficile, bien entendu. Donc pour le moment, je pense que l'Afrique doit disposer de ses propres institutions. Mais elle doit rester à la CPI. Allez-y, rapidement. Non, je pense que c'est un faux argument de dire que la CPI est l'instrument de l'Occident. La CPI, elle est légitime déjà parce que ce sont les États qui l'ont voulu. Et la CPI est légitime parce qu'elle est saisie par les États pour enquêter. Mais il y a quand même un problème fondamental. D'autres théoriciens du droit estiment que le fonctionnement actuel de la CPI ne garantit pas son indépendance. Donc, il faut enlever ce principe de subsidiarité. Il faut plutôt mettre le principe de transversalité. Les juridictions internes statuent en instance et en appel, et la CPI pourrait juger en cassation. Je pense que ça garantirait son indépendance. Alors justement, c'est sur ces mots, ça va me permettre de conclure. Je rappelle que là, nous allons tout de suite, si la régie est prête, afficher les résultats alors de cette question qui était adressée au public. Je voudrais rappeler que c'était doit-on condamner Laurent Gbagbo? Oui, non. Vous avez été nombreux à envoyer 7A pour oui et 7B pour non au 8877. Je ne sais pas si la régie est prête. En tout cas, nous allons donc conclure cette émission. Voilà, c'est la fin de ce 7 à 3 axé sur le thème procès Gbagbo, affaire juridique
ou politique. Ce débat peut continuer dans vos maisons et notamment sur notre page Facebook /7à3. Il y avait à ma gauche M. Fred Aurel Nzou Moussok, juriste et observateur, et à ma droite M. Igor Odir, lui aussi juriste et observateur. C'était votre plateforme de débat 7à3 que vous pouvez suivre sur le site de votre chaîne panafricaine www.canal7.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.